J'étais une infirmière dévouée à mon empereur et à mon pays. Pendant des années, j'ai cru en la pureté de notre cause, en la divinité de notre mission. Puis, en quelques heures à peine, tout s'est effondré dans la chaleur étouffante de Saïgon. La capture a été un brouillard de cris, de poussière et de honte. On nous a entassés à l'arrière d'un camion militaire, dont l'odeur de diesel se mêlait à celle de notre peur. Je m'attendais à être torturé, à subir le sort que la propagande nous décrivait. Depuis notre enfance, un sort pire que la mort. Je serrais contre ma poitrine la petite fiole de poison qui devait me garantir une fin honorable. Mais le destin, ou peut-être l'ennemi, avait d'autres plans pour moi. J'allais apprendre que la plus grande bataille n'était pas celle des nations, mais celle qui se livrait à l'intérieur de mon propre esprit, contre les mensonges que j'avais si longtemps chéris. Le trajet semblait durer une éternité. Nous étions une douzaine de femmes, infirmières, et employées civiles, recroquevillées les unes contre les autres pour trouver un semblant de réconfort. Le silence était pesant, seulement brisé par des sanglots étouffés que chacune tentait de dissimuler. La voix de notre instructeur résonnait dans ma tête. « Les démons blancs ne font pas de prisonniers. Ils souillent, ils déshonorent, ils détruisent. La mort est votre seule issue. » Chaque chaos du camion me rappelait cette sentence. La faim me tordait les entrailles. Une douleur familière après. Des semaines de rations réduites. Mais la peur était une bête bien plus vorace. Elle me dévorait de l'intérieur, me laissant vide et tremblante. J'étais convaincu que nous roulions vers notre exécution, et une partie de moi l'accueillait presque avec soulagement. La honte d'être en vie, d'avoir été capturé, était une torture en soi. Puis le camion s'est arrêté dans un crissement de pneus. Le moteur s'est tu, et le silence qui a suivi était plus terrifiant que le bruit. Nous avons entendu le cliquetis de verrous métalliques, le son lourd de bottes sur le gravier. C'était le moment. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il n'explose dans ma poitrine. Mes doigts se sont crispés sur la fiole cachée dans mon uniforme en lambeaux. Les portes arrière se sont ouvertes dans un grincement sinistre, nous inondant d'une lumière si aveuglante qu'elle en était douloureuse. J'ai plissé les yeux, m'attendant à voir le visage grimaçant d'un monstre, une baïonnette prête à frapper. Mais à la place, une silhouette se tenait là, massive et immobile, découpée par le soleil impitoyable. Il n'y avait pas de cri, pas de menace, juste une présence calme et écrasante. L'homme qui se tenait devant nous était un sergent français. Il devait avoir la cinquantaine, le visage buriné par le soleil et la fatigue, mais ses joues n'étaient pas creuses comme les nôtres. Il était grand, bien nourri, son uniforme kaki était usé mais propre, presque impeccable. Une aura de puissance, tranquille émanait de lui, celle du vainqueur qui n'a plus besoin de prouver sa force. Ce qui m'a frappé en premier, ce n'est pas son arme, qu'il portait nonchalamment en bandoulière, mais son odeur. Dans notre monde de crasse, de sueur et de maladie, il sentait le savon propre et le tabac de qualité. C'était l'odeur d'un autre univers, un univers où l'on pouvait se laver, où l'on avait assez à manger. C'était l'odeur de l'abondance, et elle était plus intimidante que n'importe quelle arme. Il n'a pas dit un mot. Il nous a simplement observés, son regard balayant nos visages sales et nos yeux remplis de terreur. Il n'y avait ni haine ni pitié dans ses yeux, seulement une sorte de lassitude professionnelle. Il a fait un signe de tête à un autre soldat, plus jeune, qui se tenait derrière lui. J'ai baissé la tête, comme toutes les autres, incapable de soutenir son regard. Nous étions le rebut de la guerre, la saleté sous ses bottes impeccables. La propagande nous avait montré des images de soldats alliés ricanant, les dents pointues comme des bêtes sauvages. Cet homme n'avait rien d'une bête. Il était juste un homme puissant et insondable, et cette normalité était la chose la plus déconcertante que j'ai jamais connue. Mon esprit refusait de l'accepter. C'était un piège, une ruse pour nous faire baisser notre garde avant le coup final. Nous sommes descendus du camion, chancelantes, nos jambes faibles après des heures d'immobilité. Personne ne nous a poussés, personne ne nous a frappés. On nous a simplement conduites en file indienne vers un bâtiment en bois qui ressemblait à une ancienne caserne. Le sergent marchait à nos côtés, son pas régulier contrastant avec nos pieds qui traînaient. Chaque seconde, je m'attendais à un coup, à une insulte, à l'explosion de violence que l'on m'avait promise. Mais rien ne venait. Le seul son était le crissement de nos pas sur le sol poussiéreux et le chant des insectes dans la chaleur moite. Cette absence de brutalité était une forme de torture psychologique. Elle démantelait toutes mes certitudes, me laissant à nu, confuse et encore plus effrayée. Le monstre que j'attendais n'était pas là, et à sa place se trouvait quelque chose de bien pire.
l'inconnu. Alors, je vous le demande, comment l'ennemi qu'on m'avait décrit comme un monstre sanguinaire a-t-il pu devenir le seul à me sauver la vie? Et pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour que je voie la vérité, avant que je ne vous raconte comment une simple tasse de café offerte par cet homme a commencé à détruire des années de mensonges? N'oubliez pas de commenter pour me dire de quel pays vous m'écoutez et de vous abonner à la chaîne. J'aime savoir que ces histoires ne sont pas oubliées. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le moment où j'ai découvert que je me battais du mauvais côté. On nous a conduites à l'intérieur de la caserne. Je m'attendais à une cellule humide et sombre, un trou grouillant de vermine où l'on nous laisserait pourrir. Mais la pièce était grande, presque vide, avec des rangées de lits de camp en bois alignés contre les murs. Le sol en planche avait été balayé, et une odeur âcre de désinfectant flottait dans l'air, masquant à peine celle de la moisissure. C'était rudimentaire, austère, mais ce n'était pas un cachot. Il y avait des fenêtres grillagées qui laissaient entrer la lumière du jour et l'air lourd de l'extérieur. Cette propreté relative était le premier choc, la première fissure dans la certitude de l'horreur à venir. Les monstres de la propagande n'auraient pas pris la peine de balayer le sol avant de nous massacrer. Cette pensée absurde s'est logée dans mon esprit, un grain de sable dans la mécanique bien huilée de ma peur. Quelques heures plus tard, un soldat est entré avec une pile de plateaux en métal. Le bruit qu'ils ont fait en les posant sur une table a fait sursauter tout le monde. La peur était revenue, instantanée. Était-ce notre dernier repas? Sur chaque plateau, il y avait une louche de ragoût épais, un morceau de pain et une tasse d'eau. L'odeur de la viande et des légumes chauds a envahi la pièce, une torture pour nos estomacs vides. La voix de notre commandant me hurlait dans la tête. Leur nourriture est empoisonnée. Ils vous feront souffrir avant de vous achever. Mon corps, lui, trahissait mon esprit. Ma salive a afflué, mon ventre a gargouillé si fort que j'ai cru que tout le monde l'avait entendu. C'était une bataille primitive. La doctrine contre la faim, l'honneur contre l'instinct de survie. Je suis resté immobile, observant les autres. Une jeune femme près de moi, secouée par la fièvre, a été la première à craquer. Elle a saisi le plateau avec des mains tremblantes et a commencé à manger, non pas comme un être humain, mais comme un animal affamé, enfournant la nourriture dans sa bouche avec des sanglots étouffés. Nous la regardions toutes, retenant notre souffle, attendant qu'elle s'effondre, qu'elle se torde de douleur sous l'effet du poison. Mais rien ne s'est produit. Elle a fini son assiette, puis elle a posé sa tête sur la table et a pleuré. Un pleur de pur soulagement, d'épuisement. Le son de ses larmes était plus éloquent que n'importe quel discours. Une à une, les autres femmes ont commencé à manger. Lentement, avec méfiance, mais elles ont mangé. J'étais la dernière. La honte me brûlait, mais la faim a gagné. Le sergent est revenu pendant que nous mangions. Il n'a pas crié, il n'a pas menacé. Il s'est simplement tenu près de la porte, les bras croisés, son regard balayant la pièce. Il était l'incarnation de l'autorité calme, le gardien de ce monde étrange et ordonné. Son silence était plus déstabilisant que des insultes. Il incarnait le vainqueur qui n'a plus besoin de lever la voix. Il a remarqué que j'hésitais encore devant mon plateau. Nos regards se sont croisés une seconde. Il n'y avait aucune expression sur son visage, mais il a fait un léger signe de tête vers mon assiette, un geste presque imperceptible qui ne disait qu'une chose. Mange. Ce n'était pas un ordre, mais une constatation, comme si ma survie était désormais un simple fait logistique sous sa responsabilité. C'était humiliant, et de manière terrifiante, presque rassurant. Le lendemain matin, le rituel qui allait tout changer a commencé. Le sergent est entré avec une grande marmite fumante dont s'échappait une odeur amère et inconnue. C'était du café. Il a aligné des gobelets en fer blanc et a commencé à servir. Ce liquide noir est peu engageant. Personne n'a bougé. Le refus était unanime. Un dernier rempart de défis silencieux. Accepter cette boisson étrange semblait être une soumission plus profonde que d'accepter de la nourriture. Le sergent n'a montré aucun signe d'impatience. Il a soupiré, comme un père face à des enfants têtus. Puis il a sorti de sa poche 2 objets qui semblaient venir d'un autre monde. Une petite boîte de lait concentré et un sachet en papier rempli de sucre. Sous nos yeux, incrédule, il a versé le lait et une généreuse cuillère de sucre dans un gobelet, transformant le liquide noir en une douce couleur crème. Il a remué le mélange avec sa cuillère, puis il en a bu une longue gorgée, un air de satisfaction simple sur son visage fatigué. Le message était clair. Ce n'est pas du poison. Il a ensuite préparé un 2e gobelet de la même manière et l'a tendu,
non pas au groupe, mais à la jeune femme qui avait encore de la fièvre. Elle a reculé, puis a regardé le tsar. Gobelet fumant. La chaleur qui s'en dégageait semblait promettre un réconfort qu'elle n'avait pas connu depuis des mois. Poussée par une force plus puissante que sa peur, elle a tendu la main et l'a pris. Elle l'a porté à ses lèvres, a bu une petite gorgée. Ses yeux se sont écarquillés. Une seule larme a roulé sur sa joue sale, une larme de choc, de surprise pure. Ce n'était pas seulement une boisson chaude et sucrée. C'était la première once de douceur dans un monde de brutalité. Voir sa réaction a brisé la digue. Une autre femme a tendu son gobelet, puis une autre. Bientôt, nous buvions toutes ce café au lait, dans un silence presque religieux. La chaleur se propageait dans nos membres froids. Le sucre était une explosion de vie sur nos langues. J'ai tenu mon gobelet entre mes mains, sentant le métal chaud contre ma peau. En buvant, j'ai ressenti une vague de honte si intense qu'elle m'a presque suffoqué. Chaque gorgée était une trahison. Mon peuple souffrait, mes frères mouraient, ma famille au Japon crevait de faim. Et moi, Chiyo, j'étais là, dans un camp ennemi, à savourer le luxe d'un café sucré. La gentillesse de cet homme n'était pas un baume, c'était un acide qui rongeait les fondations de mon identité. Plus tard dans la journée, un médecin français est venu nous examiner. C'était un homme plus jeune, aux yeux fatigués mais aux gestes précis. Il a inspecté une vilaine coupure sur mon avant-bras qui commençait à s'infecter. Je me suis préparé à la douleur, m'attendant à ce qu'il la nettoie avec une brutalité punitive. Mais son contact a été étonnamment doux. Il a désinfecté la plaie avec une efficacité clinique, sans un mot, puis a appliqué un onguent avant de la recouvrir d'un bandage blanc et propre. Il ne m'a pas regardé comme une prisonnière, ni même comme une japonaise. Il m'a regardé comme une patiente. Cet acte de professionnalisme dénué de toute haine était profondément déconcertant. Un monstre aurait-il pris la peine de soigner une blessure sans importance? Pendant qu'il me soignait, mon esprit était en guerre. Je me souvenais de nos propres hôpitaux de campagne, du manque de médicaments, de la nécessité de faire des choix terribles, de sacrifier les plus faibles pour sauver ceux qui pouvaient encore se battre. Ici, l'ennemi utilisait ses précieuses ressources pour soigner une captive insignifiante. Pourquoi? Quelle était leur logique? La propagande n'avait aucune réponse à cela. Elle ne parlait que de cruauté et de barbarie. La réalité que je vivais était infiniment plus complexe et terrifiante, car elle m'obligeait à remettre en question tout ce en quoi j'avais cru. La gentillesse, ai-je réalisé, pouvait être une arme psychologique bien plus dévastatrice que la violence. Le lendemain, on nous a donné du savon et des serviettes rêches, et on nous a conduites à des douches rudimentaires. L'eau était froide, mais c'était de l'eau. Se laver, sentir la crasse et la puanteur de la guerre s'écouler de ma peau a été une expérience de renaissance. L'odeur du savon, un simple parfum floral bon marché, m'a semblé être la chose la plus luxueuse au monde. Ensuite, on nous a donné des vêtements de rechange, des chemises et des pantalons en toile grossière, mais propres. Enfiler ces vêtements, sentir le tissu propre contre ma peau, m'a redonné une parcelle de dignité que j'ignorais avoir perdue. Chaque acte de soin, chaque objet fourni, était un coup porté à l'image du démon blanc. Il ne nous détruisait pas le corps, il démantelait notre esprit. C'est alors qu'une voix de l'ancien monde s'est fait entendre. L'une des femmes plus âgées, une civile dont le mari était un officier de haut rang, nous a rassemblés. Ses yeux brûlaient d'une ferveur fanatique. « N'êtes-vous donc que des idiotes ?» a-t-elle sifflé, sa voix basse et pleine de mépris. « Ils vous engraissent, comme des porcs avant l'abattoir. Chaque morceau de pain, chaque tasse de leur café immonde est un poison pour votre âme. Ils détruisent notre honneur avec du sucre et du savon. Demain, nous refuserons leur nourriture. Nous leur montrerons ce qu'est l'esprit du Japon. » Sa certitude était absolue. Une forteresse de haine face à notre confusion grandissante. Elle était la voix de la propagande, vivante et respirante au milieu de nous. En l'écoutant, j'ai ressenti un frisson de peur, mais pour la première fois, cette peur n'était pas dirigée contre nos geôliers. J'ai regardé le visage tordu de haine de cette femme. Puis j'ai regardé par la fenêtre les gardes français qui marchaient nonchalamment à l'extérieur, fumant leurs cigarettes. Une pensée choquante m'a traversé l'esprit. J'avais plus peur d'elle que d'eux. Elle voulait nous ramener dans l'abîme de la faim et du désespoir, au nom d'un honneur qui ne nous avait apporté que la défaite et la mort. Eux, les démons, nous maintenaient en vie. La sécurité paradoxale de cette prison est devenue une évidence douloureuse. Le monde, tel que je le connaissais, était en train de se renverser. Le sergent a dû sentir la tension, car il est entré peu après.
Il a vu la femme qui nous haranguait. Il n'a pas crié, il n'a pas sorti son arme. Il s'est approché d'elle calmement et lui a parlé dans un français ferme mais sans colère. Elle lui a craché dessus. Sans changer d'expression, il a essuyé sa joue, puis a fait signe à 2 de ses hommes. Ils l'ont emmenée, sans brutalité, la conduisant simplement à l'écart du groupe. Il n'y a pas eu de punition publique, pas de violence pour l'exemple. Il a simplement neutralisé la source du conflit, comme on retire une pièce défectueuse d'une machine. Ses actions étaient régies par des règles, pas par la rage. C'était la preuve la plus flagrante que nous n'étions pas entre les mains de monstres, mais d'une armée organisée suivant des protocoles, peut-être ceux de cette Convention de Genève dont nous avions vaguement entendu parler. La loi, même celle de l'ennemi, était plus rassurante que le chaos de notre propre idéologie fanatique. Les jours se sont écoulés dans une routine étrange et déconcertante. Le café sucré du matin, les repas réguliers, le savon qui sentait les fleurs, chaque détail de cette vie de captive était une contradiction. La femme fanatique avait été isolée, et une paix lourde s'était installée sur notre baraquement. Mais ce n'était pas la paix de l'esprit. C'était le calme angoissant qui précède une tempête intérieure. La haine que l'on m'avait enseignée s'érodait, laissant place à un vide terrifiant. Je ne savais plus qui était l'ennemi. Étaient-ce ces hommes à l'uniforme kaki qui nous traitaient avec une efficacité détachée, ou la voix dans ma tête qui me traitait de traîtresse à chaque bouchée de pain? Je me sentais coupable d'être en vie, coupable d'avoir chaud, coupable de ne plus avoir faim. Cette culpabilité était une compagne constante, un poison plus lent que celui que je gardais encore, par habitude plus que par conviction, dans la doublure de ma chemise. Un après-midi, alors que le soleil écrasant rendait l'air irrespirable, on nous a permis de nous asseoir dehors, à l'ombre d'un grand manguier. L'ennui était une torture, un temps infini pour penser à tout ce que j'avais perdu. Mon regard s'est perdu sur le sol poussiéreux, et une vague de nostalgie si puissante m'a submergé que j'ai eu le souffle coupé. J'ai revu le visage de ma mère, ses mains fines traçant des kanji pour m'apprendre à écrire. J'ai revu mon petit frère, courant dans le jardin de notre maison à Hiroshima, son rire cristallin résonnant sous les cerisiers en fleurs. Machinalement, sans même y réfléchir, mon index a commencé à dessiner dans la terre rouge. J'ai tracé une silhouette maladroite, puis une autre, plus petite. Un homme, une femme, un enfant, ma famille. C'était un acte insensé, un murmure de mon cœur dans un lieu où il n'aurait pas dû avoir de voix. Je me suis absorbé dans cette tâche, oubliant où j'étais, oubliant les barbelés et les gardes. Pendant quelques instants, je n'étais plus la prisonnière 47. J'étais Chio, la fille de Kenji et Hana, la grande sœur de Kaito. Chaque ligne tracée dans la poussière était un cri silencieux, un appel vers un monde qui n'existait peut-être plus. Soudain, une ombre s'est projetée sur mon dessin. J'ai sursauté, mon cœur manquant un battement. Un garde se tenait au-dessus de moi. Ce n'était pas le vieux sergent, mais un homme plus jeune, peut-être de mon âge, avec des yeux bleus fatigués et des taches de rousseur sur le nez. La panique m'a saisi. J'ai instinctivement ramené ma main pour effacer les preuves de mon humanité, pour faire disparaître ma famille de la terre, comme si ce simple dessin était un acte de rébellion qui méritait punition. Je m'attendais à un coup de botte, à un cri, à la confiscation de ce moment de faiblesse. Mon corps s'est contracté, prêt à recevoir la violence que ma doctrine m'avait toujours promise. Mais le coup n'est pas venu. Le jeune soldat a fait un geste rapide, paume vers le bas, un geste universel qui signifiait « arrête ». Il s'est accroupi, non pas avec menace, mais avec une sorte de curiosité douce. Son regard s'est posé sur mes gribouillages dans la poussière. Il est resté silencieux un long moment, son visage indéchiffrable. Puis il a levé les yeux vers moi. Il a pointé du doigt la plus grande silhouette, puis m'a regardé avec une expression interrogative. Il n'y avait ni moquerie, ni colère dans ses yeux, seulement une question simple et directe. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Incapable de parler, j'ai simplement hoché la tête. Oui, c'est mon père. Il a ensuite pointé la femme, puis l'enfant. À chaque fois, j'ai hoché la tête, les larmes me montant aux yeux. Il a compris. Dans ce silence absolu, sous le soleil indo-chinois, un soldat français et une infirmière japonaise communiquaient dans le seul langage qui n'a pas besoin de traduction, celui de la famille. Il a soupiré, un son triste et las, puis il a fait quelque chose qui a fait voler en éclats les derniers vestiges de ma haine. Il a glissé la main dans la poche de sa chemise et en a sorti un portefeuille en cuir usé,
élimé par le temps et l'usage. L'objet semblait sacré, un réceptacle de sa vie intime, un morceau de son âme qu'il tenait dans sa main calleuse. Avec une lenteur presque cérémonielle, il l'a ouvert. Il en a sorti une photographie en noir et blanc, au bord corné et jauni. Il me l'a tendue. J'ai hésité, puis mes doigts tremblants l'ont saisi. Sur la photo, une jeune femme souriait, ses cheveux coiffés à la mode européenne. À côté d'elle, un petit garçon aux cheveux blonds tenait la main d'une fillette encore plus jeune, qui portait une jolie robe à froufrou. Ils se tenaient devant une maison en pierre qui ne ressemblait à rien de ce que je connaissais. Ils étaient beaux, ils étaient heureux, ils étaient vivants, ils étaient sa famille. En regardant leur visage souriant, une vérité m'a frappé avec la force d'une explosion. Ce soldat, ce démon blanc, n'était pas un monstre. C'était un mari. C'était un père. À des milliers de kilomètres de chez lui, il se battait, tout comme les hommes de mon pays, pour une cause qu'on lui avait ordonné de servir. Et sa famille lui manquait, tout comme la mienne me manquait. Dans cet instant, la notion de ennemi a perdu tout son sens. Il n'y avait plus de Japonais ou de Français. Il n'y avait que deux êtres humains, pris au piège du même cauchemar, partageant la même douleur universelle de la séparation. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Elles ont commencé à couler, silencieuses d'abord, puis en sanglots incontrôlables qui secouaient tout mon corps. Je ne pleurais pas seulement ma famille. Je pleurais la haine stupide, les mensonges qui nous avaient déconduits là, la jeunesse perdue des deux côtés. Je pleurais la découverte tardive et douloureuse de notre humanité commune. C'était un chagrin si profond, si pur, qu'il m'a lavé de l'intérieur. J'ai rendu la photo au soldat, mes mains tremblant si fort que j'ai failli la laisser tomber. Il l'a reprise doucement, l'a regardée une dernière fois avec une tristesse infinie dans les yeux, avant de la ranger précieusement dans son portefeuille. Il ne s'est pas moqué de mes larmes. Il n'a pas montré de pitié condescendante. Il est resté accroupi à côté de moi, attendant simplement que la tempête passe. Il a posé une main sur mon épaule, un geste maladroit, presque hésitant, mais qui contenait plus de réconfort que tous les discours patriotiques que j'avais jamais entendus. C'était le contact d'un être humain reconnaissant la souffrance d'un autre. Quand mes sanglots se sont calmés, il s'est relevé, m'a adressé un petit signe de tête et s'est éloigné, me laissant seul avec mon dessin dans la poussière et la vérité bouleversante qui venait de naître. Le lendemain matin, après le rituel du café, ce même jeune garde est passé près de moi. Sans un mot, il a laissé tomber quelque chose dans ma main en passant. C'était un petit carré de papier d'argent. Je l'ai ouvert avec curiosité. À l'intérieur, il y avait un morceau de chocolat, du vrai chocolat. Une denrée si rare, si précieuse, qu'elle relevait du mythe. Je l'ai regardée, stupéfaite. C'était plus qu'une friandise. C'était un cadeau, un geste de pure gentillesse, sans ordre, sans protocole. C'était une reconnaissance de ce qui s'était passé la veille. C'était un message. Je t'ai vu. Je te reconnais comme un être humain. J'ai mis le petit morceau de chocolat dans ma bouche. Le sucre a fondu sur ma langue. Une douceur intense, presque douloureuse, que je n'avais pas connue depuis des années. C'était le goût de l'interdit, le goût de la trahison, mais c'était aussi le goût de la compassion. Chaque parcelle qui fondait était une confirmation. La propagande était un mensonge. La haine était un poison que nous nous étions nous-mêmes administrés. En cet instant, la guerre s'est terminée pour moi. Pas sur un champ de bataille avec des drapeaux et des traités, mais dans le silence d'un camp de prisonniers, avec un dessin dans la poussière et le goût sucré du chocolat d'un ennemi qui n'en était plus un. Dès lors, la gratitude n'était plus une honte. C'était une force qui m'a permis de lever la tête, de regarder mes geôliers dans les yeux, non plus comme des monstres ou des maîtres, mais comme des hommes fatigués, des hommes qui avaient aussi une famille, des hommes qui suivaient Théba, ordre tout en conservant une étincelle de décence. Cette découverte ne m'a pas rendue heureuse. Elle m'a rempli d'une tristesse profonde et d'une question lancinante qui allait me hanter pour le reste de ma vie. Si nous étions tous les mêmes, pourquoi, au nom de tous les dieux, avions-nous passé tant d'années à nous entretuer? Cette paix nouvelle était une chose fragile, presque irréelle. La routine s'était installée, rythmée par le café sucré du matin et la certitude de 3 repas par un jour. Mon corps, si longtemps affamé, s'abandonnait à ce confort avec une avidité honteuse. Mes joues avaient perdu leur creux. La coupure sur mon bras était devenue une cicatrice rose et propre.
Mais tandis que mon corps guérissait, mon esprit, lui, trouvait de nouvelles manières de souffrir. Chaque nuit, je m'endormais le ventre plein, et je rêvais de ma famille, de leurs visages émaciés par la faim. Le réconfort que m'offraient mes geôliers n'était pas un cadeau, c'était un fardeau, une dette, silencieuse qui s'alourdissait à chaque bouchée, à chaque nuit passée au chaud. Je me sentais comme une fleur cultivée sur un champ de cadavres, une anomalie obscène dans un monde de souffrance. La conspiration du mépris a commencé par des chuchotements. La femme officier, bien que toujours isolée, avait planté des graines de haine qui germaient dans l'esprit de certaines. Elle me regardait, moi et les quelques autres qui ne refusaient plus un sourire fatigué aux gardes, avec un venin glacial dans les yeux. Les mots « traîtresse » et « faible » flottaient dans l'air lourd de la caserne, jamais prononcés assez fort pour que les Français les entendent, mais assez pour nous transpercer le cœur. Elles nous accusaient de fraterniser, de vendre notre honneur pour un morceau de sucre. Leur fanatisme était une forteresse dans laquelle elles s'étaient enfermées, et de leur rempart, elles nous jetaient des pierres. Elles préféraient mourir de faim en haïssant, plutôt que de vivre en acceptant une once d'humanité de la part de l'ennemi. Leur loyauté était pure, simple, et elle me faisait horreur. Un soir, au réfectoire, la tension est devenue palpable. On nous servait un ragoût de porc dont l'odeur riche emplissait la pièce. J'avais faim, une faim saine, non plus la douleur lancinante de la survie. Alors que je portais la première cuillère à ma bouche, j'ai croisé le regard d'une des femmes les plus âgées. Ses yeux me fixaient par-dessus son propre plateau, qu'elle n'avait pas touché. Il n'y avait pas de faim dans son regard, seulement un dégoût profond, un jugement sans appel. Le goût délicieux de la viande s'est transformé en cendre sur ma langue. Soudain, je me suis vu à travers ses yeux. Une collaboratrice, une chienne bien nourrie par ses maîtres, pendant que notre peuple mangeait des racines et de l'écorce. La voix de la propagande, que je croyais avoir étouffée, a murmuré dans mon esprit « Elle a raison, tu te vautres dans le luxe de l'ennemi. Quelle honte !» Quelques jours plus tard, le sergent a rassemblé tout le monde dans la cour. Il tenait une feuille de papier à la main. Pour la première fois, son visage habituellement impassible trahissait une certaine gravité. Il a lu un communiqué officiel, d'une voix monotone qui ne parvenait pas à masquer l'importance des mots. Il parlait de combats acharnés sur le front domestique, de la détermination inébranlable de l'Empire face à une nouvelle forme d'agression. Les termes étaient vagues, aseptisés, mais leur signification était claire comme du cristal. La guerre avait atteint nos côtes. Les bombes pleuvaient sur le Japon. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. La bulle de sécurité relative de notre camp venait d'éclater, nous exposant à la réalité brutale du monde extérieur. Le silence qui a suivi sa lecture était plus assourdissant que n'importe quelle explosion. Mon esprit a quitté la chaleur moite de Saigon pour s'envoler à des milliers de kilomètres. Hiroshima. Ma maison. Ma mère. Mon père. Mon petit frère Keito. Était-il en sécurité? Avait-il un abri? La phrase « nouvelle forme d'agression » tournait en boucle dans ma tête, sinistre et menaçante. L'incertitude était une torture bien pire que la faim ou le froid. J'aurais préféré apprendre la pire des nouvelles plutôt que de flotter dans ce brouillard d'ignorance angoissant. Le ragoût de la veille me pesait dans l'estomac. Un poids de plomb, un témoignage de ma propre survie égoïste. Comment pouvais-je être ici, en sécurité, pendant que le ciel au-dessus de leur tête était peut-être en feu? La gentillesse de mes geôliers est devenue une insulte, une cruauté involontaire qui soulignait mon impuissance et ma culpabilité. L'arrivée de la Croix-Rouge internationale, une semaine plus tard, a été un événement sismique. 2 femmes européennes, aux uniformes impeccables, sont arrivées avec des boîtes en carton remplies de lettres. Des lettres de chez nous. L'espoir et la peur se sont mélangés en un cocktail si puissant qu'il me donnait la nausée. Une connexion tangible avec notre monde perdu était à portée de main. Une femme a commencé à appeler les noms. Chaque nom prononcé était suivi d'un cri de joie ou d'un sanglot étouffé. Certaines n'ont rien reçu, et leur silence était la chose la plus déchirante de toutes. Puis, j'ai entendu mon nom. Chiyo Tanaka. Mon cœur a cessé de battre. Une des déléguées m'a tendu une enveloppe fine, faite d'un papier presque translucide. L'écriture de ma mère. Familière, rassurante et terrifiante. Je me suis assise dans un coin, l'enveloppe tremblant entre mes doigts. Pendant un long moment, je n'ai pas osé l'ouvrir. Cette petite feuille de papier contenait soit un sursis, soit une condamnation. Elle pouvait me dire que tout allait bien, ou que tout ce que j'aimais avait été anéanti.
C'était la dernière lettre que j'avais reçue d'eux, avant la chute. Elle avait dû voyager pendant des semaines, traversant un monde en guerre pour me parvenir. J'ai fermé les yeux, priant les esprits de mes ancêtres de me donner la force d'affronter ce qui était écrit à l'intérieur. J'ai respiré profondément l'odeur de la poussière et du désinfectant, l'odeur de ma nouvelle réalité, avant de déchirer délicatement le sceau de mon ancienne vie. La lettre était courte, et de nombreux passages avaient été noircis par la censure militaire. Mais ce qui restait suffisait. Ma mère parlait du jardin, disant que les patates douces poussaient bien et qu'elles étaient une bénédiction en ces temps difficiles. Elle ne parlait pas de la faim, mais je pouvais la lire entre les lignes. Elle mentionnait les feux d'artifice nocturnes, qui étaient devenus fréquents, une façon poétique et déchirante de décrire les raids aériens. Puis venait la phrase qui a glacé mon sang. Nous n'avons pas de nouvelles de Kaito depuis qu'il a été affecté près de la ville. Nous prions pour son retour. Mon petit frère, mon petit Kaito, qui avait peur du noir, était quelque part, près d'Hiroshima. Et la lettre avait été écrite avant que les combats acharnés ne commencent. La culpabilité m'a submergé comme une vague glaciale. J'ai relu la lettre, puis j'ai regardé mes mains, propres et bien nourries. J'ai pensé au chocolat que j'avais mangé, à la douceur qui avait fondu sur ma langue. Pendant que je savourais ce luxe d'enfant, ma famille survivait avec des patates douces, regardant le ciel avec terreur. La gentillesse des Français n'était plus une source de confusion, c'était un fer rouge qui marquait ma peau. J'étais une traîtresse, non pas envers l'empereur, mais envers ma propre famille. J'avais survécu, j'étais en sécurité, et ce simple fait était une faute impardonnable. J'ai serré la lettre contre ma poitrine, et j'ai pleuré en silence, des larmes amères de honte et de chagrin. Le lendemain, j'ai cherché le jeune garde, celui de la photo et du chocolat. Je l'ai trouvé près du portail, fumant une cigarette. Je me suis approché de lui, la lettre de ma mère froissée dans ma main. Je ne savais pas quoi dire. Je ne parlais pas sa langue. Je lui ai simplement montré le nom de ma ville, que j'avais écrit sur un bout de papier, Hiroshima. Je l'ai pointé du doigt, puis j'ai regardé le ciel avec une expression interrogative, mimant une explosion avec mes mains. Son visage a changé instantanément. La lassitude habituelle a été remplacée par une ombre de pitié et d'horreur. Il a secoué la tête, incapable de me regarder dans les yeux, et a murmuré quelque chose d'incompréhensible. Je n'ai pas eu besoin de traduction. Son regard m'a tout dit. Quelque chose de terrible était arrivé. La voix de la propagande est revenue en force, hurlant dans le silence de mon esprit. Tu vois, Chio, c'est ça leur humanité. Ils te donnent du sucre d'une main et de l'autre, ils anéantissent ta famille avec leurs bombes. Tu n'es qu'un jouet pour eux, une expérience. Ils te gardent en vie pour étudier comment ton esprit se brise. Chaque sourire, chaque geste de bonté n'était qu'une ruse pour te faire baisser ta garde, pour te rendre faible avant le coup de grâce. J'étais prise au piège entre deux vérités insupportables, la gentillesse que j'avais ressentie et la destruction que son peuple avait semée. La contradiction était si violente qu'elle menaçait de me déchirer en deux. Je ne savais plus qui haïr, eux, pour ce qu'ils avaient fait, ou moi, pour avoir commencé à leur faire confiance. J'ai passé les jours suivants dans un état second, refusant la nourriture, parlant à personne. Le vieux sergent a dû remarquer mon état. Un après-midi, il est venu me trouver. Je m'attendais à une réprimande, à un ordre. Au lieu de cela, il m'a simplement dit, dans un français simple que j'ai à peine compris, « Infirmière, infirmierie, besoin d'aide ». Il ne m'a pas traité comme une prisonnière en proie à la mélancolie, mais comme une professionnelle dont les compétences étaient requises. Il ne m'a pas offert de pitié. Il m'a offert un but. C'était l'acte de respect le plus profond que l'on m'ait montré depuis ma capture. Sans un mot, je l'ai suivi, sortant de l'ombre de ma caserne, pour entrer dans le monde de la souffrance partagée. L'infirmerie était une longue pièce remplie de lits de camp, où gémissaient des soldats français. L'odeur d'éther, de sueur et de sang m'était terriblement familière. J'ai vu des jeunes hommes, à peine plus âgés que mon frère Kaito, le corps brûlant de fièvre à cause de la malaria, d'autres avec des blessures infectées par l'humidité tropicale. Ils étaient loin de chez eux. Ils souffraient. Ils avaient peur. En nettoyant une plaie ou en appliquant un bandage frais, je ne voyais plus un uniforme ennemi. Je voyais un fils, un frère, un mari. Leur douleur était la même que celle de nos soldats. Leurs gémissements n'avaient pas de nationalité. La guerre, réalisais-je,
était une machine impersonnelle qui broyait les hommes des deux côtés avec une impartialité monstrueuse. Dans cette infirmerie, au milieu de la souffrance de l'ennemi, j'ai trouvé une étrange forme de paix. Ma loyauté a commencé à se transformer. Elle n'était plus attachée à un drapeau ou à un empereur, mais à quelque chose de plus fondamental, la simple décence humaine. Le devoir de soigner, de soulager la douleur, où qu'elle se trouve. Le bruit des canons s'estompait au loin. Les rumeurs de la fin de la guerre se faisaient plus insistantes. Mais pour moi, la fin de la guerre ne signifiait pas la liberté. Elle signifiait affronter un monde en ruine, armé d'une vérité que personne, ni chez moi ni ici, ne semblait prêt à entendre. J'étais prise dans un entre-deux mondes, n'appartenant plus au Japon fanatique que j'avais quitté, et ne faisant jamais partie de ce monde de vainqueurs miséricordieux. J'étais seul, avec ma conscience pour unique pays. Le jour où la vérité a éclaté n'a pas commencé par un coup de tonnerre, mais par un silence inhabituel. L'air semblait plus lourd, plus immobile que d'habitude, comme s'il retenait son souffle. Même le chant incessant des cigales paraissait étouffé. Nous le sentions toutes, une tension électrique qui parcourait le camp, une attente insoutenable. Les gardes étaient en moins bavards, leurs visages plus graves. Ils nous observaient différemment, non plus avec la lassitude routinière, mais avec une sorte de curiosité mêlée de pitié. Quelque chose d'irréversible s'était produit dans le monde extérieur, et nous étions sur le point d'en ressentir l'onde de choc. J'ai passé la matinée à travailler à l'infirmerie, mes gestes devenus automatiques. Mais mon esprit était ailleurs, balayant toutes les possibilités, de la plus terrible à la plus folle. Puis, en milieu d'après-midi, le sergent nous a toutes rassemblées dans la cour principale. Le soleil tapait fort, faisant miroiter l'air au-dessus du sol poussiéreux. Il se tenait devant nous, droit et solennel, tenant une simple feuille de papier qui semblait peser une tonne. Son visage, habituellement un masque de discipline burinée, était marqué par une fatigue profonde, presque historique. Il a attendu que le silence soit total, un silence si complet que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Puis, d'une voix claire et sans émotion, il a lu la déclaration. Les mots étaient formels, protocolaires, mais leur signification était un séisme. Par ordre de Sa Majesté l'Empereur, l'Empire du Japon a accepté les termes de la capitulation sans condition. La guerre est terminée. Un instant, personne n'a réagi. Le cerveau refusait de traiter l'information. Capitulation, sans condition, c'était un concept qui n'existait pas dans notre langue, dans notre culture. C'était un blasphème. Puis, le barrage a cédé. Un cri strident a percé le silence, suivi d'une vague de gémissements et de sanglots. Plusieurs femmes se sont effondrées sur le sol, comme si leurs os s'étaient soudainement liquéfiés. D'autres restaient figées, le regard vide, secoués par des tremblements incontrôlables. Moi, je suis resté debout, glacé jusqu'à la moelle. Ce n'était pas de la tristesse que je ressentais, ni du soulagement. C'était un vide absolu, le vertige de voir le sol de toutes mes certitudes s'effondrer sous mes pieds. Nous n'avions pas seulement perdu une guerre, nous avions perdu le sens même de notre existence. La femme de l'officier, notre gardienne de la foi fanatique, a été la première à transformer son chagrin en rage. Mensonge, a-t-elle hurlé, le visage déformé par la haine. C'est une ruse de l'ennemi pour nous briser l'esprit. Notre empereur ne se rendrait jamais. Jamais. Elle s'est tournée vers nous, ses yeux lançant des éclairs. La mort est préférable au déshonneur. C'est notre dernier devoir. Dans un geste fulgurant, elle a sorti de la doublure de sa chemise un petit poignard, une lame qu'elle avait réussi à cacher pendant tout ce temps. Elle l'a levée, non pas vers les gardes, mais vers sa propre gorge, prête à accomplir le sacrifice ultime que notre doctrine exigeait. C'était le dernier acte désespéré d'un monde qui se mourait sous nos yeux. Le sergent s'est déplacé avec une rapidité surprenante pour un homme de son âge. Il n'a pas sorti son arme. Il n'a pas crié. Il a simplement couvert la distance qui les séparait en 2 longues foulées et a saisi le poignet de la femme avec une poigne de fer. Le cliquetis métallique de la lame tombant sur le sol a résonné dans le silence horrifié. Il l'a maintenue, fermement, la forçant à le regarder dans les yeux. Il lui a parlé d'une voix basse, mais incroyablement ferme, en français. Des mots que je n'ai pas compris, mais dont la tonalité était universelle. Ce n'était pas la voix d'un vainqueur dominant un vaincu. C'était la voix d'un homme raisonnable empêchant une folie, la voix d'un médecin calmant une patiente en crise. Il lui a sauvé la vie contre sa propre volonté fanatique.
En regardant cette scène, la vérité m'a frappé avec une clarté aveuglante et dévastatrice. La propagande nous avait promis des démons qui se réjouiraient de notre défaite, qui danseraient sur les cendres de notre honneur. Mais ce que je voyais, c'était un vieil homme fatigué qui empêchait une femme de se suicider. Il n'y avait aucune joie sur son visage, aucune trace de triomphe. Seulement une lassitude infinie et le poids de son devoir. Nos chefs nous avaient appris à mourir pour un honneur abstrait. Cet homme, cet ennemi, se battait pour nous garder en vie. La contradiction était si flagrante, si totale, qu'elle a balayé les derniers vestiges de ma haine. Le mensonge n'était pas dans sa bouche. Il avait été dans la nôtre depuis le début. Plus tard dans la soirée, un convoi de camions militaires est arrivé au camp. Mon premier réflexe, un reste de ma peur conditionnée, a été de penser qu'ils venaient nous emmener pour nous exécuter maintenant que nous n'étions plus utiles. Mais ils n'ont pas déchargé des soldats. Ils ont déchargé des caisses. Des caisses de nourriture, de médicaments, de couvertures. J'ai vu des boîtes de conserve avec des images colorées de pêches et de poires, des cartons de barres de chocolat, des sacs de vrais grains de café, des piles de bandages stériles. C'était une démonstration de logistique, une abondance si écrasante qu'elle était presque obscène. Ils n'étaient pas à court de rien. Ils avaient tout en surplus, assez pour nourrir et soigner leurs propres troupes, et encore assez pour nous, leurs prisonnières. Cette vision a été le coup de grâce. La guerre n'avait pas été perdue ce jour-là. Elle était perdue depuis des années. Nos chefs nous envoyaient à la mort, nous demandant de nous battre avec des fusils et un esprit fanatique, pendant que l'ennemi se battait avec une machine industrielle inépuisable. Ils nous ont menti sur la force de l'ennemi, sur sa cruauté, mais le plus grand mensonge était sur notre propre force. Nous étions un peuple affamé, envoyé se battre contre un géant bien nourri. Toute notre souffrance, tous les sacrifices, les vies de mes amis, la vie potentielle de mon frère Keito, tout cela pour une cause qui était déjà condamnée par la simple réalité mathématique des ressources. La honte de la défaite a été remplacée par une colère froide et profonde envers ceux qui nous avaient si aveuglément trompés. Alors que j'étais assise, anéantie par cette révélation, le jeune garde, celui de la photo, s'est approché de moi. Il semblait mal à l'aise, cherchant ses mots. Il n'en a trouvé aucun. À la place, il m'a simplement tendu un petit paquet enveloppé dans du papier brun. Je l'ai pris, mes doigts engourdis. À l'intérieur, il y avait une savonnette neuve, qui sentait la lavande, et un petit peigne en plastique. Des objets simples, banals, mais qui représentaient un monde de normalité et de dignité que j'avais oublié. Ce n'était pas une ration, ce n'était pas un ordre. C'était un cadeau, un geste d'un être humain à un autre, un souhait silencieux pour mon retour, à une vie normale. Ce fut ce petit geste, cette offrande humble et inutile, qui a finalement brisé la dernière digue en moi. J'ai serré le savon contre ma poitrine et j'ai commencé à pleurer. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de peur ou de honte. C'étaient des larmes de libération. Je pleurais la mort de ma haine. Je pleurais la stupidité de la guerre. Je pleurais toutes les années que j'avais passées à détester un fantôme, un monstre inventé par des hommes au pouvoir qui n'avaient jamais eu à regarder leur ennemi dans les yeux. En pleurant, j'ai senti des années de poison idéologique s'écouler de mon âme, me laissant vide, épuisé, mais pour la première fois, incroyablement libre. Le pouvoir venait de s'inverser. Je n'étais plus la victime de mes geôliers. J'avais été la victime d'un mensonge, et mes geôliers, par leur simple et déconcertante décence, m'en avaient libérée. Ils ne m'avaient pas conquise. Ils m'avaient révélé la vérité. Et dans cette vérité, j'ai trouvé une nouvelle force. Je n'étais plus une infirmière vaincue de l'armée impériale. J'étais devenue autre chose. J'étais devenue une témoin de la vérité que l'humanité, même fragile, même fatiguée, pouvait survivre dans les fissures de la haine la plus organisée. Alors que les préparatifs de notre rapatriement commençaient, j'ai regardé les autres femmes. Certaines, comme la femme de l'officier, restaient prostrées dans leur défaite, incapables de voir au-delà de leur honneur brisé. Mais beaucoup d'autres me regardaient, et dans leurs yeux, je voyais le même choc, la même prise de conscience. Le café au lait, la photo de famille, les soins médicaux, les caisses de nourriture. Chaque acte de gentillesse avait été une graine. Et l'annonce de la capitulation venait de les faire toutes éclore en même temps. Nous partagions un secret terrible et magnifique. Nous avions été sauvés, corps et âme, par ceux que nous étions censés haïr jusqu'à la mort. J'ai tenu la savonnette, parfumée dans ma main.
Ce n'était plus un simple objet. C'était un talisman. C'était la preuve tangible que tout ce que l'on m'avait enseigné était faux. Je me suis fait une promesse silencieuse. Je ne laisserai personne me reprendre cette vérité. Quand je rentrerai chez moi, dans un Japon qui devra se reconstruire sur les ruines de ses propres mensonges, je ne parlerai pas de défaite ou de victoire. Je parlerai de ce que j'ai appris ici. Je raconterai l'histoire d'un sergent fatigué, d'un jeune garde qui aimait sa famille, et d'une simple tasse de café qui avait le pouvoir de mettre fin à une guerre, une âme à la fois. Mon regard a balayé le camp une dernière fois. Les barbelés n'étaient plus que du fil de fer. Les miradors n'étaient que des tours de bois. Les uniformes kaki n'étaient que des vêtements portés par des hommes. Les symboles de ma peur avaient perdu tout leur pouvoir, car la haine qui leur donnait un sens était morte en moi. Je n'étais plus une prisonnière attendant son sort. J'étais Chiyo Tanaka, une femme qui avait survécu non seulement à la guerre, mais aussi aux mensonges. Et j'étais enfin prête à rentrer chez moi. Le voyage de retour s'est fait dans un silence de plomb, à bord d'un navire de transport américain surchargé. L'air salin et l'odeur de la liberté auraient dû être exaltants. Mais chaque mille nautique qui me rapprochait du Japon me remplissait d'une angoisse plus profonde que celle que j'avais jamais connue en captivité. Puis, nous avons vu la côte. Ce n'était pas le pays verdoyant et fier de mes souvenirs. C'était une silhouette déchiquetée, une terre blessée, comme si un dieu en colère avait griffé le paysage. En débarquant à Kure, près d'Hiroshima, le choc fut si violent qu'il me coupa le souffle. Les ruines s'étendaient à perte de vue, un désert de décombres gris et de squelettes de bâtiments. Des gens erraient dans les rues, des fantômes au visage creux et aux yeux vides, vêtus de haillons. L'odeur n'était pas celle du diesel ou du café, mais de la poussière, de la cendre froide et d'un désespoir si palpable qu'il en était suffocant. Dans le camp, il y avait des règles, de la nourriture, une routine. Ici, il n'y avait que le chaos et la faim. Pour la première fois, j'ai eu honte de ma peau propre et du poids que j'avais repris. J'étais une survivante revenue de l'enfer, pour découvrir que l'enfer était désormais chez moi. J'ai retrouvé ce qui restait de ma famille, dans un abri de fortune, une cabane faite de tôle et de bois de récupération. Quand ma mère m'a vu, elle n'a pas pleuré de joie. Elle m'a regardé, de la tête aux pieds, et son premier mot, murmuré d'une voix rauque, a été « Tu as l'air en bonne santé ». Ce n'était pas un compliment, c'était une accusation. Dans ses yeux, je n'étais pas sa fille revenue d'entre les morts, mais une étrangère qui portait sur elle la marque d'un confort inexplicable. Mon père, le regard perdu, ne disait rien. Mon oncle, dont le bras avait été arraché lors d'un raid, me dévisageait avec une méfiance glaciale. Il voulait entendre une histoire d'horreur, de torture et de résistance héroïque. Il voulait que ma souffrance valide la leur. Mais comment pouvais-je leur parler de la douceur du sucre dans le café, du contact d'une main sur mon épaule, de la tristesse dans les yeux d'un garde français? Ma vérité était une insulte à leur réalité. Le fossé entre nous n'était pas seulement géographique, il était devenu moral. Un soir, alors que ma petite nièce pleurait, sa peau couverte d'éruptions dues à la saleté et à la malnutrition, j'ai ouvert mon petit baluchon. J'en ai sorti la savonnette à la lavande, mon talisman. Ma mère a reculé comme si j'avais sorti un serpent. « C'est à eux » a-t-elle sifflé, le dégoût tordant ses traits émaciés. Je n'ai pas répondu avec des mots. J'ai pris une bassine d'eau précieuse, j'ai fait mousser le savon entre mes mains et j'ai commencé à laver doucement le visage et les bras de l'enfant. La petite a cessé de pleurer, surprise par la douceur de la mousse et le parfum apaisant. C'était un acte simple, presque banal, mais dans ce monde de privation, c'était un miracle. En utilisant ce cadeau de l'ennemi pour soigner l'un des nôtres, je ne commettais pas une trahison. Je bâtissais un pont. Je leur montrais, sans discours, que la compassion n'a pas de nationalité et que la propreté, la dignité, sont des besoins universels, peu importe qui vous les offre. Les jours suivants, j'ai entendu les murmures. Les voisins et même certains membres de ma famille parlaient des démons américains qui occupaient nos rues, des barbares qui nous avaient détruits. La haine était la seule chose qui leur restait, le dernier carburant qui les maintenait debout. Un après-midi, mon oncle a craché par terre à la vue d'une Jeep américaine qui passait. « Des bêtes !» a-t-il grogné. « Ils méritent tous de mourir. » L'ancienne Chiyo aurait acquiescé avec ferveur. Mais une autre voix a parlé à travers. Moi, une voix calme et mesurée que je ne me connaissais pas. « Non, oncle, ai-je dit doucement. Ce sont juste des hommes fatigués,
loin de chez eux, comme l'était nos fils. Un silence de mort est tombé sur notre abri. Mon oncle m'a regardé comme si j'avais perdu la raison, comme si j'avais prononcé le pire des blasphèmes. Je n'ai pas insisté. Je savais que je ne pouvais pas leur enlever leur haine. Mais je pouvais refuser qu'elle redevienne la mienne. En regardant les gens, s'affairer à déblayer les ruines, à reconstruire brique par brique une nouvelle vie sur les cendres de l'ancienne, j'ai compris ma nouvelle place dans ce monde. Mon devoir n'était plus de servir un empire ou une idéologie, mais de témoigner. Témoigner silencieusement que la haine est un poison qui ne nourrit que la destruction, et que la reconstruction, la vraie, ne commence pas avec des pierres, mais avec des gestes d'humanité. La guerre ne m'avait pas seulement appris à survivre, elle m'avait appris à voir. Je voyais la force, non pas dans le fanatisme, mais dans la résilience de ma mère qui parvenait à faire un repas avec presque rien. Je voyais l'avenir, non pas dans la vengeance, mais dans le rire d'un enfant qui découvrait le parfum de la lavande. J'avais été faite prisonnière par l'ennemi, mais j'avais été libérée d'une prison bien plus grande, celle de mon propre esprit. Et cette liberté, personne ne pourrait jamais me la reprendre. Aujourd'hui, des décennies plus tard, je suis une vieille femme. Mes mains, qui ont soigné tant de blessures, sont maintenant ridées et tremblent un peu lorsqu'elles tiennent une tasse. Chaque matin, dans ma petite cuisine qui sent bon le riz et le thé vert, je prépare mon café. Et chaque matin, en y versant une goutte de lait, en y ajoutant une cuillère de sucre, je ne peux m'empêcher de sourire. Le souvenir n'est plus une douleur. Ce n'est plus une honte. C'est une leçon gravée dans mon âme. Mes petits-enfants me voient comme leur grand-mère douce, qui aime le café sucré. Ils ignorent que cette simple boisson a été le début de ma véritable libération, bien avant la fin officielle de la guerre. Ils ne savent pas que j'ai appris la plus grande leçon de ma vie, non pas dans un temple ou une école, mais dans la boue d'un camp de prisonniers, des mains d'un homme dont j'étais censé haïr le visage. Dans une petite boîte en bois laqué, sur ma commode, je garde encore un trésor. Ce n'est pas un bijou, ni une photo. C'est un vieux morceau de savon, sec et craquelé par le temps, qui a presque perdu son parfum. C'est la savonnette à la lavande que le jeune garde m'a donnée. Je ne l'ai jamais utilisée. Pour moi, elle est plus précieuse que l'or. Elle est la preuve tangible que la cruauté est un choix, et non une fatalité. Elle me rappelle que la véritable prison n'était pas celle entourée de barbelés, mais celle construite dans nos esprits par la propagande et la peur. Cet ennemi sans nom, cet homme dont j'ai oublié le visage mais jamais le geste, ne m'a pas seulement donné un savon. Il m'a rendu mon humanité, en me forçant à reconnaître la sienne. Et c'est un cadeau qui m'a permis de vivre le reste de ma vie, non pas dans l'amertume de la défaite, mais dans la richesse du pardon. Cette histoire, notre histoire, est maintenant terminée. Elle appartient à la mémoire collective. Un petit fil dans la grande tapisserie de la souffrance et de la rédemption humaine. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé. Si vous deviez donner une note à ce récit, sur une échelle de 1 à 10, quelle serait-elle? Dites-le moi dans les commentaires. Cela m'aide à savoir que ces voix ne sont pas perdues. Et je vous pose cette question. Qui est vraiment notre ennemi, sinon l'ignorance que nous avons de lui? Si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, des récits oubliés qui nous rappellent ce que signifie être humain, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci de m'avoir écouté.